Je vais vous présenter donc l'opération qui a été menée par la Société d'histoire naturelle du Creusot cette année aux abords de l'étang de nous. Donc c'est une opération qui débute, qui va être renouvelée des années. Donc nos résultats ne sont issus que d'une seule saison, donc on sera prudent quant à leur interprétation. Le but ici, c'est avant tout de faire part de l'expérience, de montrer qu'une opération de sauvetage peut aussi fournir des informations intéressantes sur les espèces et les mouvements migratoires. Et puis le but, c'est aussi d'inciter d'autres personnes ou d'autres associations à se lancer dans cette aventure. À ce sujet, il y a d'autres structures qui font des opérations similaires en Bourgogne, on n'est pas les seuls, loin de là. Et c'est créé aussi, on est maintenant réunis au sein d'un réseau SOS, dont on pourra parler après la présentation. Donc, pourquoi cette opération? C'est une route qui longe l'étang de l'Anneau sur la commune d'Antully, près du Creusot. Et sur cette portion de route, on s'était rendu compte que les nuits de forte migration pouvaient être fatales à plusieurs centaines d'amphibiens. Voici donc le plan de situation. La zone concernée mesure 1 km. C'est le cas typique d'une zone à risque, avec d'un côté la forêt, de l'autre côté le milieu aquatique, c'est-à-dire la zone d'hivernage des amphibiens et la zone de reproduction avec deux étangs, l'étang de l'Anneau, l'étang des Castines et une petite mare ici. Donc on va voir rapidement comment on a préparé cette opération. Ça a débuté dès l'été 2011. La première chose, c'était de choisir la méthode de sauvetage. En gros, il y a deux méthodes, les barrières pièges et le ramassage manuel. Vu la longueur de la zone concernée, 1 km, installer des barrières aurait nécessité un travail gigantesque et puis un coût financier important. D'un autre côté, on manquait aussi d'informations sur les espèces présentes, sur les effectifs, et puis toutes les informations qu'on a pu obtenir auprès d'autres associations, comme la LP Oyon, par exemple, avec Patrice Meunier, qui nous a donné beaucoup de conseils, et des informations aussi qu'on a trouvées dans la documentation. Tout ça nous a conforté dans l'idée qu'on devait commencer par du ramassage manuel. Donc, comme son nom l'indique, c'est une méthode qui consiste tout simplement à prendre des amphibiens qui s'engagent sur la route et à les déposer sur l'accotement opposé. Donc ça nécessite peu de matériel, mais beaucoup de bénévoles. Ensuite, il faut évidemment avoir une autorisation, puisque ce sont des espèces protégées. Donc nous demandons des dérogations à faire auprès de la Bréal. On a informé les différents organismes, associations, ONF, ONCFS, MDT, mairie, gendarmerie, etc. On a procédé ensuite au recrutement des bénévoles, donc au sein de la Société d'histoire naturelle du Creusot, et aussi au sein de la Société des Amis de Saint-Sernin. Donc c'est deux structures qui nous ont fourni beaucoup de bénévoles, et puis le bouche à oreille et dents. On a terminé l'opération avec une cinquantaine d'adresses mail dans notre carnet d'adresses, ce qui représentait à peu près 75 bénévoles. Il a fallu acheter aussi un peu de matériel. C'est du matériel essentiellement destiné à assurer la sécurité des ramasseurs, donc des panneaux, des feux clignotants, des gilets fluo, des lampes frontales, lampes torches, etc., plus des seaux, des gants vinyles. Mais le matériel reste assez modeste. Un courrier donc, pour donner toutes les précisions utiles aux bénévoles, où on leur rappelait notamment que toutes ces soirées peuvent pas être programmées, que c'est la météo qui décide des mouvements migratoires, et que donc il fallait qu'ils surveillent régulièrement leur messagerie pour pouvoir répondre aux messages d'alerte.
On a aussi préparé un document qui est destiné à être distribué aux automobilistes sur les lieux d'opération. Donc le document en question, le voilà. Donc après les préparatifs, on va voir comment le déroulement de l'opération elle-même. Alors le matériel, panneau, feu clignotant, cône de balisage, tout ça s'était installé assez rapidement parce qu'on avait stocké tout ça sur une remorque qui était garée dans un local technique que Veoliao nous avait mis à notre disposition. Donc, ce qui fait qu'on a fait la remorque à la voiture et on pouvait mettre tout ce matériel très rapidement en place le soir. Donc pendant l'opération, à chaque extrémité de la zone, on trouvait les panneaux qui faisaient ralentir les voitures, les panneaux 30, panneaux attention aux travaux, les panneaux de notre fabrication avec attention aux travaux, etc. Les feux clignotants, tout ça pour bien signaler l'opération et faire ralentir les voitures. Et un bénévole aussi à chaque extrémité qui distribuait le document qui expliquait rapidement aux automobilistes en quoi consistait l'opération et puis qui donnait le document de formation qu'on vient de voir. En fonction de la météo, donc, soit on lançait l'appel auprès de tout notre carnet d'adresses des bénévoles, ou quand la soirée s'annonçait moyennement propice ou peu propice, seulement à quelques membres de la SHLC. Donc on intervenait au cours des 2 premières heures de nuit, c'est-à-dire au moment où les amphibiens commencent à traverser et où la circulation routière reste importante. Après les 2 premières heures, généralement, la circulation baisse beaucoup, elle ne représente plus un danger très important. Donc on a effectué 37 soirées de sauvetage entre le 2 mars et le 17 avril, ce qui totalisait 70 heures de présence sur le site. Et en tenant compte du nombre de personnes présentes chaque soirée, on arrive à un total quand même de 450 heures personnes. On avait divisé la zone en 4 secteurs et en 2 points de détermination, comme ici. Donc 4 secteurs de 250 mètres, 1, 2, 3, 4. Un déterminateur à ce point-là et ici. Les bénévoles qui sillonnaient le secteur 1 et ceux qui sillonnaient le secteur 2 apportaient leur récolte au déterminateur qui était là, qui notait, comptait, etc., et qui relâchait. L'inconvénient de cette méthode, c'est qu'un amphibien qui est ramassé ici, il est relâché là, 250 mètres plus loin, c'est pas le meilleur service à Miran. Donc ça, c'était surtout au départ, puisque rapidement, de plus en plus de bénévoles ont été capables d'identifier les espèces, du moins les plus faciles à reconnaître, ce qui fait que les déterminateurs, ces nouveaux déterminateurs, pouvaient sillonner les secteurs avec les bénévoles, et on pouvait relâcher les amphibiens donc au plus près de leur point de capture. On envoyait un courriel qu'on avait baptisé Crapaud News à tous les bénévoles après chaque soirée de sauvetage pour leur donner les résultats. Et l'opération s'est terminée par une soirée de restitution des résultats et avec la projection d'un film qui avait été réalisé par un membre de la SHLC au cours des soirées. C'était aussi une soirée surtout destinée à remercier tous nos bénévoles parce que leur participation a été excellente. Alors, on va présenter maintenant les résultats et les premières interprétations qu'on peut en tirer, tout en restant très prudent. C'est des résultats d'une seule année. Donc, voilà, ça représente un total de près de 4 000 amphibiens, 3353 donc, pendant l'opération de sauvetage en elle-même, plus 413 qui ont été trouvés gelés dans les fossés, parce que rappelez-vous, en février, il a fait très froid, et au moment du dégel, donc dans les fossés qui bordaient les étangs, ces fossés avaient été pris en glace sur toute leur profondeur, et on a trouvé 413 cadavres d'amphibiens, pratiquement seulement des grenouilles rousses, pratiquement que des grenouilles rousses. Et
une petite partie qui a été trouvée, donc des cadavres qui ont été trouvés au cours des visites matinales. Les visites matinales, c'est ce qu'on faisait les matins après les nuits très favorables. C'était une manière de vérifier qu'il n'y avait pas eu d'hécatombe après le départ des ramasseurs. On voit que ça n'a pas été le cas puisqu'on n'a trouvé que 126 cadavres tout au long de l'opération. Donc dans la suite de ce qu'on va présenter, on ne prendra en compte que les amphibiens comptabilisés au cours de l'opération de sauvetage. Donc les espèces observées, on en a 8. Donc avec 4 qui représentent à elles seules 95% des observations, crapaud commun, grenouille rousse, grenouille verte et triton palmé. Une des découvertes aussi, c'était celle du triton ponctué pour cette opération, puisque c'est une espèce qui est peu observée en Bourgogne. Et c'est là qu'on se rend compte aussi que c'est une opération de sauvetage comme ça fournit des informations intéressantes. Parce que 11 seulement sur 3353, on imagine le peu de chance qu'il y ait de contacter cette espèce en dehors d'une opération, disons, massive de capture comme celle-ci. Donc par la suite des graphiques qu'on présentera, ça ne concernera que les 4 espèces les plus représentatives. La répartition, on a 5 fois plus d'anours que d'hirondelles, donc 5 fois plus de grenouilles, crapauds que de tritons. On a, de nos résultats, on essaie de voir un petit peu la répartition entre mâles, femelles et juvéniles. Pour le crapaud commun, alors, les observations, c'est 8 fois plus de mâles que de femelles, quand même un écart très très important. Alors on sait que les femelles ne viennent pas chaque année sur les sites de ponte. Entre les deux sexes, il y a aussi des différences entre l'âge de maturité sexuelle, la longévité, donc c'est des facteurs qui peuvent peut-être jouer. Mais on a quand même été surpris par la faible représentation des femelles. Chez la grenouille rousse, c'est beaucoup mieux réparti, de moitié-moitié. Grenouille rousse, comme auparavant le crapaud commun, les juvéniles ne représentent que 1% de l'effectif observé, ce qui est normal puisque ce sont deux espèces qui se développent en milieu terrestre, donc les juvéniles ne rejoignent pas un point d'eau au moment de la migration des adultes. Et ce qu'on observe, c'est plutôt de l'ératisme qu'un déplacement vers un point d'eau. Grenouille verte, là on voit bien que c'est toute la population qui se déplace. La grenouille verte, c'est une espèce inféodée au milieu aquatique. Donc mâles, femelles et juvéniles sont à part égale. Tout le monde va rejoindre les points d'eau où les juvéniles vont continuer de se développer. Chez le triton palmé, c'est l'inverse du crapaud commun, avec très peu de mâles, 4 fois moins de mâles que de femelles. On va voir maintenant comment se répartissent ces déplacements au cours de la période. Donc dans notre rapport complet, on a fait ce genre de graphique pour chaque espèce. Ici, on se contente de montrer le graphique toutes espèces confondues. Donc on a ordonné le nombre d'animaux, en abscisse les dates et en dessous c'est les conditions météo qui ont été symbolisées, doux, pluvieux, etc. On passe sur les détails, mais on peut retrouver tout ça dans notre rapport qui est visible sur le site SHNC. On peut seulement remarquer donc ce pic qui correspond à la migration année de la grenouille rousse, migration année du crapaud commun, et migration retour du crapaud commun. Ce qu'il y a de plus intéressant sur ce graphique, c'est que si on fixe par exemple la barre à 100 amphibiens sauvés, on voit qu'il n'y a que 10 soirées qui dépassent 100. Et ces 10 soirées représentent 80% de ce qu'on a observé sur toute la période. Donc de là, on peut dire que fermer par exemple la route pendant seulement 10 soirées, on protège déjà, on sécurise déjà 80% de la migration. Si on place la barre à 200, c'est seulement 6 soirées qui dépassent 200,
Et ces 6 soirées, elles représentent encore 70% de ce qu'on a observé. Donc fermer la route pendant 6 soirées seulement sécurise 70% de ce qu'on a observé sur un mois et demi. Donc on va différencier maintenant l'aller et le retour. Chez le crapaud commun, on voit d'emblée que la migration retour est peu observée. Alors on sait que la migration retour est plus diffuse que la migration aller, donc elle s'est peut-être déroulée sur une période plus longue, peut-être sur toute la durée de la nuit, alors que la migration aller correspond peut-être plus à un moment où les bénévoles sont en place. Peut-être aussi que les crapauds ne rejoignent pas tout de suite la zone du bois, qu'ils estivent ailleurs et qui rejoindront leur site d'hivernage que plus tard dans l'arrière-saison. Autre chose aussi, c'est que les soirées douces et humides qui auraient été favorables à l'observation de la migration au retour, elles ont été peu nombreuses pendant cette période. Donc voilà, tout ça explique que peut-être qu'on a peu observé le retour. Ça synthétise le graphique qu'on a vu avant, où on voit que sur l'ensemble de nos observations, seulement, chez le crapaud commun, seulement 18% étaient dans le sens retour. Donc même chose pour la grenouille rousse, et là c'est encore pire, la migration retour, on n'en voit pratiquement rien. Même y compris une fois que les sites de ponte sont désertés, on a très peu contacté de grenouilles rousses en retour. Hein. Le graphique qui synthétise tout ça montre que c'est en gros 10% seulement observé dans le sens retour. La grenouille verte, bon, c'est 2% de retour, mais ça c'est presque logique. Hein. La grenouille verte, elle ne revient pas, elle va passer toute l'année sur l'eau. Donc ces 2% de retour, c'est plutôt de l'erratisme, des mouvements erratiques qu'un véritable retour. Même chose pour le triton palmé, lui, ça tarde plus longtemps sur les milieux aquatiques, et donc c'est normal qu'on voit très peu de retour. On a aussi essayé de mesurer l'efficacité de notre sauvetage, puisque c'était quand même le but de l'opération. Premier graphique, toutes espèces confondues, montre que sur les amphibiens comptabilisés pendant ces soirées, 3012 vivants, 90% de vivants, 10% de morts. Donc on n'en déduit pas qu'on a sauvé 90% des amphibiens. Hein. Évidemment, il y en a qui seraient sauvés sans notre intervention. On peut seulement dire que notre présence sur les lieux n'a pas empêché 10% des amphibiens de se faire écraser par les voitures pendant qu'on était là, pendant qu'on était sur place. Si on fait la même chose pour les anneaux, bon, le graphique change très peu, 9% au lieu de 10%. Normal, les anneaux sont prédominants dans la répartition. Par contre, si on fait le calcul sur les urodèles, on voit qu'ils trinquent beaucoup plus. C'est 17% des urodèles qui sont écrasés pendant l'opération, malgré notre présence sur les lieux. Parce qu'ils sont tout petits et parce que si les bénévoles ne sont pas équipés d'un éclairage suffisamment puissant, ben, ils ne les voient pas et ils se vont écraser. Voilà, donc 3353 amphibiens comptabilisés, 3012 ramassés vivants et mis en sécurité. Mais comment estimer le nombre d'amphibiens véritablement sauvés par nos interventions? Alors c'est sur ces 3012 qu'on a mis en sécurité, combien se serait fait écraser? Bon, c'est un peu difficile à connaître, mais on a essayé quand même en utilisant un ABAC qu'on a trouvé dans les références sont en dessous, dans le guide des amphibiens, aux éditions de la Chaux, et qui donne, c'est un ABAC qui donne les chances de survie d'un crapaud qui traverse une route en fonction de la densité du trafic. Alors bon, ça vaut ce que ça vaut évidemment, hein, puisqu'il faut évaluer la vitesse du crapaud. Donc. Mais on va vous faire grâce des détails du calcul. On a comparé la mortalité qu'on a mesurée nous avec la mortalité que nous indiquait cette ABAC. Et en comparant les deux,
on en a déduit qu'on avait sauvé 600 crapauds, et en extrapolant à tous les anours, qu'on aurait sauvé 1000 anours. Voilà. Évidemment, encore une fois, c'est un calcul un petit peu hasardeux qui n'est qu'un ordre de grandeur, mais qui ne doit certainement pas être exagéré, puisque si on sait qu'en une nuit, 300 ou 400 amphibiens peuvent être écrasés, dire qu'on en a sauvé 1000 pendant l'opération, c'est certainement pas exagéré. On va voir les conclusions qu'on peut en tirer et puis la suite qu'on peut donner. Donc voilà, ça c'est ce qu'on vient de dire. On a mis en 3000 amphibiens en sécurité, on estime qu'elle a évité l'écrasement de près d'un millier d'anours. Les avantages de cette méthode de ramassage manuel, c'est qu'elle nécessite peu d'installations matérielles et qu'elle permet à la migration de se dérouler sans être interrompue ni sans être détournée. Donc peu d'action sur les animaux, donc peu de perturbations sur eux. Alors, si on compare à la méthode des barrières pièges, c'est vrai que les barrières pièges n'assurent pas une aussi bonne continuité de la migration. Les amphibiens sont captifs dans un seau toute la nuit, sont relâchés pour matin, et le matin, c'est pas le moment où les amphibiens migrent. Donc s'ils n'ont pas la possibilité de se mettre à couvert, on les expose à la déshydratation, à la prédation. Voilà, c'est l'inconvénient des barrières pièges. On peut évidemment porter les amphibiens directement dans un plan d'eau. Pour l'anecdote, on se rend compte que le plan d'eau où on va les mettre, c'est pas forcément celui où ils voulaient aller. Parce que tous les crapauds, par exemple, qu'on voit migrer en face du petit étang qu'on a vu sur la carte, le petit étang qui est en amont de l'étang de l'Agneau, on voit beaucoup de crapauds ont migré à cet endroit-là, et il n'y a jamais eu aucune pompe dans le petit étang. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'ils migrent en face de ce petit étang que c'est dans cet étang-là qu'ils se... un autre problème aussi des barrières pièges, c'est que si on ne prend pas la précaution de mettre une collerette en haut des seaux, c'est mal adapté au sauvetage des tritons, parce que les tritons sont capables de ressortir des seaux. Donc c'est un élément à prendre en compte, parce que dans ce cas-là, la barrière piège pour les tritons, elle serait plus un obstacle à la migration qu'une aide. Alors les barrières pièges sont très efficaces pour la capture des anours, à condition qu'on respecte des règles, comme on peut voir dans la documentation. Par exemple, les seaux ne doivent pas être placés à plus de 15 mètres de distance, sinon les crapauds font demi-tour avant s'ils ne trouvent pas une issue, un passage avant 15 mètres, ils font demi-tour. Donc là encore, la barrière peut être plus nuisible qu'utile si certaines règles ne sont pas respectées. Donc l'inconvénient du ramassage manuel, c'est l'investissement humain que ça nécessite et qui est difficile à maintenir au fil des années. Donc l'année prochaine, les 5 responsables de l'opération, on va intervenir en duo, en se relayant sur des périodes d'une semaine, qui permettra à l'opération d'être un peu moins lourde pour chacun d'entre nous. Alors si on veut continuer à procéder de cette façon-là, ça implique que la plupart des intervenants soient capables de reconnaître les espèces, parce que plus les bénévoles sont autonomes, et plus ils peuvent seulement prendre l'amphibien, noter, le déposer de l'autre côté, donc ce qui permet à la migration de se dérouler sans être interrompue ni détournée. Et donc la semaine prochaine, on va faire notre première séance de formation à la détermination des espèces auprès des bénévoles, en leur fournissant en leur présentant, en projetant un document qu'on va leur remettre après,
et qui ne prend en compte que les espèces qui sont présentes à l'ANU, les 8 espèces. Donc c'est un document avec des photos, des indications qui permettent de savoir déterminer les espèces et distinguer le mâle de la femelle. Donc bien sûr, pour les cas un petit peu difficiles, on leur demandera toujours, s'ils ne sont pas sûrs, de se faire confirmer leur détermination. Donc c'est un petit document de 5 pages, en voilà une page en exemple, la page qui évolue ou grenouille agile. Et puis aussi pour la suite de l'opération, la solution qu'il faudrait qu'on envisage, pas pour 2013 encore, mais peut-être en 2014, on verra, c'est la fermeture de la route au cours des soirées particulièrement propices. Parce qu'on a vu quand seulement 6 soirées de fermeture pouvaient protéger de 70% de la migration. Donc c'est une solution simple qui ne coûte rien et qui est techniquement possible sur le site puisqu'il y a des possibilités de mise en place de déviation. Donc je pense que c'est la solution vers laquelle on cherchera à s'orienter à l'avenir. Voilà, on va terminer avec les remerciements à tous nos bénévoles, et qui sont nombreux. On remercie aussi ceux qui nous ont aidés financièrement ou d'une autre façon. Merci aussi pour les automobilistes qui ont accepté les contraintes. Et puis, voilà, c'est pour ceux qui veulent en savoir plus et voir, oui, c'est celui-ci, le document qu'on a produit à l'issue de cette opération. Il est téléchargeable sur le site de la SHNC. Voilà.